On a parlé de zone franche. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Mon ami l'a déjà si bien dit. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Non, c'est pas bien. Il faut encourager la production locale, encourager les Béninois à produire, à créer des entreprises et les encourager à créer des riches pour que notre pays puisse se développer. Ce n'est pas concevable. Moi, quand j'ai vu l'information, je ne savais même pas que c'était vrai. Et l'État ne communique pas dessus. C'est comme si on tue ce peuple et on l'empêche, on frappe ce peuple et on l'empêche de pleurer. Ce n'est pas normal. Il faut décrier, il faut le décrire, il faut le dire haut et fort pour que le dernier des Béninois soit informé de ce qui se passe dans notre pays. Ce n'est pas du tout normal. On tue les gens, on les empêche de s'exprimer. Un pays qui se respecte ne se comporte pas comme ça. Quelqu'un qui est dans son... Regardez la dame, une très belle dame, on lui ôte la vie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Et donc, moi, d'habitude, je suis votre média, mais si je n'ai pas souvent le temps de venir sur le panel parce que je suis très occupé, je ne suis pas au Bénin. Je suis souvent très occupé, mais les rares fois où je trouve un bout de temps, j'ai toujours envie de dire un mot, de participer au débat parce que c'est ça qui va faire grandir notre pays. On a empêché les médias de s'exprimer. On ferme les médias à tout va, sans aucun justificatif. Ce n'est pas normal. Notre pays mérite plus que ça. Si nous voulons nous exprimer, nous voulons s'asseoir sur la même table que les grandes nations, on doit changer notre modèle, on doit changer de curricula. Et MC dans une activité et on vient, on débarque, on saisit tout et on va tout vendre. Vous voyez? Donc, c'est le gouvernement aujourd'hui, la balle est dans le camp du gouvernement aujourd'hui. Le gouvernement est le seul responsable de ce qui se passe dans notre pays. Et le gouvernement aujourd'hui est tenu. Ils sont tenus aujourd'hui de prendre des mesures qu'il faut. Hein? Pendant qu'il est encore temps. Parce que vous voyez, le cas de Kalalé, c'est parce que cela a pété que nous avons les informations que nous avons. Il y a eu d'autres cas. Il y a eu par exemple un jeune homme qui transportait un colis de cajou dans la localité de Tcharou et autres, dont le colis a été saisi, le jeune homme a été bastonné, gardé à vue et autres. Il a fallu que c'était la semaine surpassée que cette histoire... Mais de quoi on parle? Et j'ai déjà dit, c'est les conséquences de l'industrialisation, de ce type d'industrialisation-là, où c'est les délocalisations des industries pour venir en réalité s'installer chez nous. Et ces gens-là viennent être à côté de la matière première qui est moins chère. Vous comprenez? Et ils vont toujours vouloir que la main-d'œuvre soit moins chère. Et on a déjà vu ce système de prédation des autres économies ailleurs, en Chine, au Bangladesh, en Éthiopie, au Kenya. Et les conséquences ont été là en Asie. S'ils fuient là pour venir, ce n'est pas pour nos beaux yeux. Hein. Non, c'est parce qu'ils savent que la matière première est moins chère et la main-d'œuvre est très moins chère. Quand ils deviennent des mastodontes, quand ils arrivent à s'installer réellement, qu'est-ce qui se passe? Ils influent sur le gouvernement pour interdire que, enfin, pour empêcher des lobbies, pour empêcher que le salaire minimum augmente. Parce qu'une fois que ça va augmenter, ils ne trouvent pas leur intérêt. Ils font tout pour influencer sur le coût de la matière première. En faisant ça, on désavantage le producteur. Voilà en réalité ce qu'on ne nous dit pas. Zone franche, patati, patata. Je dis non, ce n'est pas un modèle d'industrialisation qu'il faut promouvoir. Il y a des modèles plus sérieux, plus humains, plus compréhensibles, plus en adéquation avec nos réalités. Qu'on appelle ça, le Nigeria en a donné l'exemple, même si ce n'est pas parfait. Et il faut promouvoir des champions locaux qui vont produire, vendre chez nous et exporter. Parce qu'ils sont à même de comprendre notre sociologie. C'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour intéresser les paysans pour qu'ils ne ressentent plus, n'est-ce pas, le besoin de faire sortir leurs produits du Bénin. Parce que d'après ce que moi j'ai compris, c'est que les usines au Bénin, ou peut-être ailleurs, j'en sais rien, ont besoin de ces produits-là. Bon, moi, la question que je me pose, je me demande, est-ce que nous sommes à une ère de récession? Bon, je ne sais pas. Est-ce que les produits sont des produits de première nécessité et nous faisons face à une pénurie à l'interne et donc par souci de patriotisme, on est obligé de retenir ces produits-là
au pays, ça non plus, je ne sais pas. Ce qui m'inquiète aujourd'hui dans le pays, c'est, je me demande si les policiers sont venus d'autres pays ou ce sont nos propres frères et sœurs qui sont tous les jours avec nous dans des maisons, dans des quartiers, qui continuent toujours à assurer notre propre sécurité. Sinon, comment comprendre que pour rien du tout, ces hommes en uniforme se permettent le luxe de brandir l'arme sur les pauvres citoyens sans armes. Est-ce que c'est des consignes qu'ils ont reçues? On ne saura le dire. Juste là, moi, je me pose des questions pour savoir vraiment ce qui en est. Mais je ne trouve pas de réponse à cela. Sincèrement, si c'est des consignes qu'ils auraient reçues, moi je vais dire aux ordonnateurs de faire attention parce que nous ne sommes pas différents d'eux. Ils sont nos frères, ils sont nos enfants, ils sont nos parents qui ont eu la chance de porter ces uniformes-là et qui se doivent normalement d'accompagner la population, de nous soutenir. Mais force est de constater qu'ils sont ils sont en train de faire le contraire d'ailleurs. Ils sont en train de faire le contraire, ce qui n'est pas bien. Maintenant, moi, mon conseil au gouvernement, c'est de leur demander de revoir leur copie. Normalement, dans un état de droit, les producteurs, ceux qui cultivent sans l'apport de qui que ce soit, devraient normalement avoir la possibilité d'opérer son champ, le choix, je vais dire, de là où ces produits peuvent être convoyés. Ils sont libres de choisir le terrain ou bien le marché de vente, mais on les oblige à vendre à ce même gouvernement qui n'améliore pas les prix. C'est pas bien. Il va falloir qu'il corrige cela. Nous, on ne peut pas refuser à ce que notre gouvernement achète les produits au profit des usines qui sont là qui doivent tourner normalement pour le bien du peuple. Mais si on pense qu'on veuille faire quelque chose dans ce sens-là, si la volonté de l'État est de prendre les produits vivriers, les amener dans nos usines pour les faire travailler, mais c'est très bien, ça va permettre le fonctionnement de l'usine. Mais il faut proposer le meilleur prix aux cultivateurs, à ces producteurs-là normalement. Il faut proposer des prix qui seront même au-delà de ce qu'ils ont l'habitude d'obtenir ailleurs. Mais si on ne le fait pas et on met la police derrière eux, on doit les forcer à vendre à un prix dérisoire qui n'est pas quand même, qui ne valent pas les efforts que consentissent ces agriculteurs-là, ces cultivateurs. Je crois bien que ça c'est pas bien, c'est les décourager à ne plus avancer sur ce terrain-là désormais. Nous avons vu ce qui s'est passé hier ou avant-hier, et ce qui a été relaté tout à l'heure là par rapport à la mort d'un citoyen qui, en cherchant de quoi nourrir sa petite famille, se trouve la mort. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est ce que nous avons demandé à la police? Est-ce que c'est ce que nous avons demandé à notre État? On a demandé la protection, on a demandé le pain, on a demandé la tranquillité, la quiétude. Mais là, c'est que on nous habitue à toute autre chose. Sincèrement, il faut que ça change. Mais nous savons très bien que nous sommes face à un régime qui ne veut rien entendre, qui fait ce qu'il veut. Et quand vous parlez, c'est que on va vous traquer. Donc, nous avons déjà compris que nous n'avons que Dieu
et les membres de nos ancêtres pour nous protéger. Je vais d'abord descendre pour permettre à John de se prononcer par rapport au sujet. Merci. Merci beaucoup. Ok, je vais laisser la parole à John 25 pour qu'il partage avec nous son point de vue par rapport à la situation. Bonjour, Monsieur Biafrika. Bonjour, Monsieur Samuel. Monsieur Samuel, vraiment, ce que vous avez dit la dernière fois, ça m'a beaucoup plu. Je tiens à vous féliciter et puis je vous soutiens dans tout ce qui concerne l'injustice, surtout l'injustice sociale. Bon, moi, je vais me prononcer sur deux plans. Le premier plan, c'est par rapport à la bonne volonté du gouvernement à vouloir arranger, faire tourner l'économie interne. Mais dans l'intention et dans les actes, c'est pas la même chose qui se dessine. Moi, ce que je vois, si c'est vrai ce que j'entends d'après les prix, c'est comme quelqu'un qui a déjà 99 moutons et pour une certaine raison ou une autre, il veut encore prendre le mouton d'un autre paysan alors que lui n'a qu'un seul mouton. Ouais, c'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien, franchement. Le deuxième point que je veux dire, c'est au niveau de la réponse des forces de l'ordre. Je crois que on devrait mettre plus de formation dans ce genre de situation. Certes, ils doivent faire le travail, mais ils doivent savoir bien faire le travail. Je pense qu'à mon humble avis, moi, je suis pas policier, je suis pas dans l'armée, tout ça, mais je ne sais pas, mais pour la petite connaissance de citoyen que je suis, un policier ne peut jamais utiliser l'arme contre quelqu'un qui n'est pas armé, peu importe l'agressivité ou la dangerosité de ce dernier. Comment on en est arrivé là, je ne sais pas. Si c'est les paysans eux-mêmes qui avaient des armes, je ne sais pas. Bon, quand je dis armes ici, je parle d'armes à feu, je ne parle pas d'armes blanches. Donc, ça aussi, c'est à corriger, c'est à revoir. Parce que je ne vais pas dire qu'ils ont une raison d'avoir utilisé l'arme. Je ne vais pas aussi dire qu'ils ont une raison, que les paysans ont une raison de se défendre. Non. Je crois que s'il avait eu une meilleure formation, on aurait pu avoir un résultat positif plutôt que 2 morts dans chacun des autres camps. Donc, pour l'instant, c'est ce que j'ai à dire. Merci. Bon, moi, je vais commencer par présenter mes excuses, que ce soit, et mes condoléances plutôt, aux familles des victimes. Et vous savez tout ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Parce que nos forces de l'ordre sont appelées aujourd'hui à faire le sale boulot. Un boulot dont eux-mêmes sont conscients qu'en temps normal, si le pouvoir en place avait assoupli ne serait-ce un peu sa position, on pourrait éviter ça. Parce que cette crise avec les producteurs commerçants de cajou ne date pas d'aujourd'hui. Et l'année dernière aussi, c'est comme ça, il y a eu des bavures, des problèmes suite à l'histoire de Kaju Soja. Mais depuis, ce qui me choque un peu, c'est que le gouvernement est resté campé sur sa position et n'a pas voulu céder, ne serait-ce d'un iota. Et quand on a affaire aujourd'hui à une population désespérée, déshéritée, qui ne veut que vivre de son labeur, je pense que tout le temps aujourd'hui revient au gouvernement et j'espère qu'ils vont tirer les conséquences de ce drame, de cet événement malheureux et appeler les producteurs, les commerçants et autres pendant qu'il est temps et de s'asseoir autour d'une table afin d'éviter un autre événement douloureux. Et la plupart de ceux qui ont pris la parole ce soir sont allés dans un sens où moi je ne voudrais pas qu'on aille.
Et beaucoup ont parlé de bavure policière et autres. Est-ce que vous savez aujourd'hui que les forces de l'ordre aujourd'hui sont contraints de faire ce boulot que moi j'appelle un sale boulot, un sale job? Il y a de cela 1 ou 2 semaines, 6 agents, dont 3 policiers et 3 douaniers, ont été inculpés parce que des camions, des cargaisons de cailloux ont passé le poste de contrôle, je ne sais pas, hein, en tout cas, ont dépassé leur poste de contrôle, le poste où ils étaient stationnés pour contrôler les passages et autres. Et les camions ont été interpellés par un autre service. Donc, malheureusement, ces agents ont été d'abord révoqués de leur fonction, je pense, hein, selon mes informations, et ont été présentés immédiatement au procureur. Mais dans cette condition, vous, en tant que policier, qu'est-ce que vous allez faire? Vous, en tant que douanier, qu'est-ce que vous allez faire? Mais vous allez prendre des précautions pour ne pas vous retrouver dans la situation de ces fonctionnaires. Vous voyez, le travail est très difficile. Moi, franchement, honnêtement, j'aimerais les féliciter, hein, et les encourager surtout, parce que c'est des gens aujourd'hui qui se retrouvent au milieu d'un conflit qui pourrait être réglé par le dialogue. Mais on a en face un pouvoir, un gouvernement qui n'aime pas dialoguer, qui ne veut pas dialoguer. En toute situation aujourd'hui, le régime Patrice Talon, c'est comme s'ils ont la phobie des dialogues. Ils n'aiment pas aller à la table de négociation ou dialoguer. On reste campé sur sa position. Et dans les conséquences aujourd'hui. Que ce soit sur la question de la révision du code électoral, que ce soit sur la question, même beaucoup d'autres questions, on a un gouvernement qui maintient sa position et qui ne veut pas céder. Et c'est malheureux. Parce que nous aimons tous notre pays et autant que nous sommes. D'ailleurs, moi, il n'y a même pas de passeport. Je ne sais même pas où je vais aller. Il ne me reste que le Bénin. Et le Bénin est tout ce que j'ai. Donc, le gouvernement doit comprendre que cette manière, ce jusqu'au boutisme, cette manière ou bien ce comportement que le président Patrice Talon a aujourd'hui est un défaut. C'est un défaut qu'il doit corriger. Il est tenu de corriger ça. Parce que à chaque fois, alors qu'il faut dialoguer, alors qu'il faut parler, échanger, se comprendre, on dit non, c'est ce que je dis ou rien, c'est ce que je veux ou rien. Et malheureusement, on a des conséquences qu'on a eues à Kalalé. Donc, je vous prie, s'il vous plaît, et comprenez un peu ces forces de l'ordre. Comprenez aussi que ce n'est pas de leur faute. C'est pas eux qui édictent les lois, c'est pas eux qui sortent les décrets. Vous voyez? C'est l'exécutif. C'est le président Patrice Talon. C'est lui aujourd'hui le maître du jeu. Si le président Patrice Talon décide aujourd'hui que cela s'arrête, ça va s'arrêter. Mais qu'est-ce que cela le quitte? Et moi, personnellement, je vais doiter une personne ici, que d'ailleurs, j'ai même déjà fait une vidéo pour rappeler à l'ordre. Malheureusement, c'est un monsieur aujourd'hui qui, depuis quand il est devenu soutien indéfectible du chef de l'État, il se croit tout permis, il se croit au-dessus de nos lois. Hier, déjà aux environs de 9 à 10 heures, il a déjà fait une vidéo où il donne une version erronée. Il est allé jusqu'à dire que j'ai vu ça. Le monsieur a été abattu. Toutes les presses ont publié ça aujourd'hui, depuis hier même. Le maire de Kalalé a parlé, a fait une déclaration à, je crois, un bip radio hier. Le CA de Kalalé, dont la résidence a été brûlée, a fait une déclaration. Mais ce monsieur n'a pas attendu les déclarations officielles et s'est déjà fait une petite idée qu'il est venu déverser sur les réseaux sociaux en violant ouvertement le code numérique et même le code pénal de notre pays. Parce que selon lui,
le commerçant, paix à son âme, serait en train de charger un camion. Et les policiers ont été alertés, arrivés sur le terrain. Le monsieur aurait résisté après la fuite, a mobilisé 100 bardeaux qui sont venus avec gourdin et pioche, coucoupe et autres pour attaquer la police républicaine. Mais les versions, toutes les versions que nous avons jusqu'à ce jour contredit ouvertement ce que M. Corvi, je précise encore, a dit hier, ce que moi je trouve déplorable. Vous savez, à certains moments, quoi qu'en soit notre proposition, nous devrons aller tous dans le sens de l'apaisement, de la paix. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est que hier, pendant que les officiers, les autorités policières et civiles travaillaient pour calmer la situation, pour apaiser les populations, hier, lui, il était déjà ici à diffamer, à faire des déclarations mensongères. Et malheureusement, jusqu'à présent, je n'ai vu personne sortir, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition pour le recadrer. Et nous devrons, des comportements comme ça, nous devrons les condamner parce que ça va dans le sens de, c'est-à-dire, et mettre l'huile sur le feu ou bien mettre le feu aux poudres. Vous voyez, ces gens-là, commençons dès maintenant à les dénoncer, à les recadrer s'il le faut, avant que nous n'arrivions en 2026. Vous avez vu le comportement qu'il a eu hier? Imaginez par exemple, cela pourrait aggraver la situation là-bas. Mais jusqu'à présent, personne n'est sorti pour dire « Ah non », histoire même de condamner ou de dénoncer ce qu'il a fait. Et malheureusement, c'est le pays dans lequel nous sommes. Donc, les gars, notre police républicaine fait un travail formidable, mais très difficile. Ils n'ont pas le choix. Je vous prie de reconnaître cela. Parce que quand ils ne font pas le travail, ils sont sanctionnés. Ils sont sanctionnés avec la dernière rigueur même, je vais dire. Et quand ils font aussi le travail, c'est qu'on a une population aujourd'hui qui, honnêtement, pense qu'elle a raison. Et moi, je pense qu'ils ont raison parce que tous ceux-là, vous voyez, c'est des gens qui travaillent pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille et autres. Et imaginez, par exemple, vous empruntez de l'argent aux microfinances et autres, et investir dans une activité, et on vient, on débarque, on saisit tout et on va tout vendre. Vous voyez? Donc, c'est le gouvernement aujourd'hui, la balle est dans le camp du gouvernement aujourd'hui. Le gouvernement est le seul responsable de ce qui se passe dans notre pays. Et le gouvernement aujourd'hui est tenu, ils sont tenus aujourd'hui de prendre des mesures qu'il faut, pendant qu'il est encore temps. Parce que vous voyez le cas de Kalalé, c'est parce que cela a pété que nous avons les informations que nous avons. Il y a eu d'autres cas. Il y a eu par exemple un jeune homme qui transportait un colis de cajou, dans la localité de Tchaourou et autres, dont le colis a été saisi, le jeune homme a été bastonné, gardé à vue et autres. Il a fallu que c'était la semaine surpassée que cette histoire a eu lieu et nous en avions parlé ici fortement. Donc cela voudrait dire aujourd'hui que les populations ne sont pas prêtes à accepter cette réforme. Donc il revient au gouvernement de retourner les voies ou de les inviter carrément. Nous avons ce même monsieur Corvi, qui s'est autoproclamé ici médiateur dans cette crise, qui a vendu du vent aux gens, qui leur a donné de faux espoirs. Il était même, à un moment donné, allé jusqu'à attaquer certains cadres de ce pays. Moi, personnellement, je pense que il a essayé de mettre une cible au dos de ces gens. Et tout ça là est passé tranquillement dans ce pays. Personne n'est sorti pour condamner, personne n'est sorti pour dénoncer. Vous voyez? Donc, il suffit juste aujourd'hui de s'autoproclamer soutien indéfectible du chef de l'État et tout vous est permis. Vous pouvez sortir, diffamer, insulter, vous comporter comme vous voulez et cela passe
et malheureusement. Donc, arrêtons de condamner la police républicaine. C'est des gens, quand ils se retrouvent face à une situation, vous avez vu le policier en question, c'est un jeune. Il est très jeune, hein. Celui-là, certainement, n'a pas mon âge. Face à une situation donnée, c'est des gens qui manquent d'expérience. Cela a été prouvé ici. Même le gouvernement est revenu sur ça. Quand il y a eu le cas de Faisola Parakou. Donc, c'est des jeunes qui manquent d'expérience. Et quand ils sont face à une certaine situation, ils paniquent. Vous avez vu? Donc, c'est peut-être ce qui justifie la réaction du jeune policier qui a tiré malheureusement. Il y a eu perte en vies humaines. Donc, et nous autres, nous allons appeler tout le monde, chacun au sens de la responsabilité, appeler les producteurs à trouver les moyens les plus pacifiques possibles pour pouvoir se faire entendre. Et au gouvernement, notamment M. Patrice Talon, vous avez déjà tout. Dieu vous a déjà tout donné. Mais il manque une chose que vous n'avez pas et qui vous fait défaut. Vous n'êtes pas tolérant du tout, du tout. Vous n'êtes pas tolérant. Moi, je vais personnellement et humblement vous demander ce soir, Monsieur le Président de la République, de commencer à pardonner, de considérer dès l'instant que le pardon n'est pas une faute et que le pardon fait de vous un grand homme. Parce que l'histoire retiendra que vous avez construit des routes, vous avez construit des hôpitaux, vous aviez fait et vous avez pris des réformes courageuses, ambitieuses. Mais de l'autre côté aussi, l'histoire retiendra que durant vos 10 ans, les Béninois, beaucoup de sang de Béninois ont coulé et que l'armée sort, la police sort et tire sur des compatriotes désarmés, non armés. Et cela ne fait pas bonne réputation de vous. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Merci. Je voulais rebondir par rapport au message de notre cher ami La Patrie ou la Mort. En fait, je l'ai écouté, tout ce qu'il a eu à dire. Bon, c'est pas mal, c'est très bien, mais il doit savoir que la police, c'est vrai, il dit que la police, nous ne devrions pas, comment on appelle, nous ne devrions pas attaquer la police comme nous sommes en train de le faire, et qu'elle fait déjà son effort. Elle fournit déjà suffisamment d'efforts qui méritent nos encouragements. Non, moi, tant que ça va continuer comme ça, moi, je ne peux pas continuer à soutenir ou à encourager cette police-là. C'est vrai, ils ne sont pas tous les mêmes, mais il y a des dangers parmi eux. Mais pour simplement le port de casque, la police va pourchasser des citoyens, mais c'est pas bien. Ou se mettre sur la voie, genre vouloir bloquer la voie pour je ne sais combien. Et c'est l'argent même qui ne va pas dans leur poche. Hein? Aujourd'hui, l'argent ne va plus dans leur poche, mais on force les choses, on force la main, on se met sur la voie juste pour arrêter un citoyen qui est en train d'évoluer pour non-port de casque. Selon les dires que moi j'ai entendus par rapport à la situation de Bouka, c'est même pas que le monsieur est en train de charger sa marchandise. Ils ont mené des enquêtes et ils se sont rendus compte que c'est à tel niveau, dans tel magasin se trouvent les denrées. Et ils ont débarqué pour empêcher désormais ce monsieur-là de continuer à sortir ses produits. Non mais, et quand c'est comme ça, c'est mauvais. C'est une mauvaise pratique. Ils n'ont pas été intelligents, cette police-là. Normalement, c'est de le surveiller, de l'inspecter pour lui mettre la main dessus lorsqu'il va vouloir sortir du pays. Si entre-temps, c'est interdit de faire sortir les produits du pays, parce que nous connaissons. Oui, allô Samuel? On ne t'entend plus. Ok, donc apparemment Samuel a un souci. Donc on va prendre
Allô, tu es là? Oui, je suis là. Ah, ok. On ne t'entendait plus, oui, c'est ça. Ah, d'accord. Ça peut aller maintenant? Oui, oui, encore une minute, on va prendre Monsieur Geoffroy qui est là. D'accord. Donc, je disais que la police se doit normalement de ne pas agir de la sorte, tirer sur la population là, qui n'est pas armée. On ne peut pas les encourager dans ces conditions-là. Donc voilà un peu, je vais laisser Geoffroy donner son point de vue. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup Samuel. Ok, Monsieur Geoffroy, vous pouvez prendre la parole. Oui, bonsoir. Bonsoir, oui. Oui, bonsoir, comment allez-vous? Vous m'entendez? Oui, très bien, oui. Ok. D'accord. Et... bon, je crois que c'est par rapport au drame qui s'est passé la fois passée et tout ce qu'il y a autour. Déjà, c'est pas pour la première fois que nous avons ces cas-là dans différentes circonstances. Et ce cas me fait d'autant plus mal parce que c'est à croire que on privilégie entre griffes la nourriture quoi à la vie humaine. Parce que depuis je n'avais pas compris, je me demande mais pourquoi? Qu'est-ce qui peut justifier qu'on ait la gâchette aussi facile? C'est des questions que je me pose chaque fois, quoi. Et quand j'essaie d'analyser, de réfléchir, mes conclusions, c'est qu'il y a un climat permissif qui est là depuis. Et qu'on ne veut pas régler. Sinon, là. Et d'ailleurs, remercions ceux qui font le relais sur les réseaux sociaux. Parce qu'en réalité, beaucoup ne sont pas au courant de ce qui se passe sur les grands médias. À chaque fois, on n'est pas au courant. Est-ce que vous voyez? Donc, remercions tous ceux qui relaient. Et s'il n'y a pas ce genre de relais, si on ne crie pas, on ne va pas aller jusqu'au bout des enquêtes pour savoir, voilà, il y a vraiment une bavure. Vous vous rappelez du cas du jeune Faisal? Si on n'avait pas crié sur tous les toits, là, on n'allait pas mettre en arrêt ou bien suspendre et faire qu'on appelle ça des sanctions administratives et engager une procédure. Normalement, là, si ce sont des hors-la-loi qui nous font tomber, on va comprendre. Mais des gens qui sont censés, qui sont formés pour nous protéger avec nos impôts, les deniers publics qui sont payés par nos efforts, qui ont comme ça la gâchette facile, je crois qu'il y a un véritable problème. Au niveau de l'enquête de moralité, quand on va vouloir les recruter. 2, au niveau de leur formation idéologique, juridique, déontologique. Pour que ce genre de trucs ne se répètent pas. Parce que quand nous lisons, nous écoutons les témoignages, ça aurait pu être, on aurait pu éviter ça. On parle de la vie humaine. Quand quelqu'un tombe, c'est toute une famille, sinon toute une société qui est impactée. Et quand il tombe de la main de ceux qui sont censés nous protéger, ça crée un climat d'inimitié entre ces personnes appelées sous le drapeau et la société et le citoyen lambda. Or, sans cette relation-là, rien ne peut fonctionner en réalité, rien. Le renseignement, qui sont ceux qui donnent les renseignements? C'est nous. Regardez, sur les vidéos, chaque fois que nous parlons de ça, regarde ce que les gens viennent dire. D'autres sont même contents. Moi, j'ai fait une vidéo, les gens viennent dire, ça fait 1-1. Balle au centre. Alors que des deux côtés, il y a des gens qui sont tombés, des citoyens. Normalement, on devait s'en émouvoir et tout faire pour que ça ne se répète pas. Et particulièrement ce dossier-là, qu'est-ce qui crée ça? C'est ce qu'on entend dire depuis que les gens ne comprennent pas. Écoutez, on ne peut pas toucher un secteur et à chaque fois faire mal à tout le monde. Pourquoi on ne peut pas faire des réformes qui seront consensuelles et qui vont faire que tout le monde sera gagnant-gagnant? J'avais fait une vidéo où j'avais dit, ne transformez pas nos braves paysans, nos braves cultivateurs, nos producteurs en contrebandiers. C'est pas ça qui est en train de se passer. C'est l'offre
la loi de l'offre et la demande. Moi, je ne peux pas être un commerçant, un revendeur, et entendre qu'à côté, c'est à 800 francs, je peux vendre mon kilo d'acajou. D'accord? Et chez moi, c'est 300 de vous à moi. Soyons, dites-nous la vérité. Qu'est-ce que vous allez vouloir faire? Donc, forcément, ils vont vouloir aller chercher. Il y a plus de marge. Et quand les gens viennent raconter n'importe quoi sur les panels, dans les vidéos, sur les plateaux télé là, ils ne connaissent rien du monde paysan. Ils ne savent pas ce qu'on appelle l'armatan du Nord. Ils ne savent pas ce qu'on appelle emblaver des hectares pour semer l'acajou, pour semer qu'on appelle ça, le soja et autres. Non, ils ne savent pas. Sinon, vous saurez que quand vous faites ça, le coton, quand vous faites ça, vous voulez avoir une belle marge pour nourrir vos familles. Personne n'a envie de faire ça. Et maintenant, quand ça se passe, même quand les lois sont là, même quand il y a des décrets, des arrêtés qui interdisent cela, et quand vous venez, il y a quand même des manières de faire. On ne vient pas s'imposer comme ça. Attendez, la police de proximité, donc c'est impossible que nous parlons, que nous discutions. Ça va passer au porter des uniformes que nous ne pouvons pas discuter. Non. Toujours dans le calme. Et si vous voyez que ça veut dégénérer là, c'est pas parce que vous êtes là, parce que vous devez forcément vous imposer. Retirez-vous et revenez. Il y a d'autres moyens. Il n'y a pas que des balles. Parce qu'une fois que la personne tombe, c'est fini. Bon, voilà ce qui s'est passé maintenant. Nous avons 2 citoyens qui sont tombés, des familles sont impactées. Jusqu'à quand nous allons continuer comme ça? Et laissez-moi vous dire que ça là, c'est peut-être l'extrême. Mais ce que les gens vivent, je ne peux pas vous raconter dans ce domaine-là. Moi, je suis de là-bas. J'entends les remontées. Chaque fois, nos parents souffrent, je vous dis. Ils souffrent. Quelque chose qu'ils vont venir me dire ici, personne ne va me convaincre qu'ils ne souffrent pas. Non. Parce que la personne passe va bien lui dire non, tu es heureux. En fait, ce n'est pas toi qui souffres, ce sont les importateurs, ce sont les intermédiaires. Les intermédiaires, là, ce n'est pas des Béninois. Ou bien, je ne comprends pas. Bon, lui maintenant, là, Biorou, là, ce n'est pas un Béninois. Il fait ça là, c'est pour qui? Ce n'est pas pour nourrir ses enfants béninois, pour nourrir sa famille béninoise. Mais de quoi on parle? Et j'ai déjà dit, c'est les conséquences de l'industrialisation, de ce type d'industrialisation-là, ou c'est les délocalisations des industries pour venir en réalité s'installer chez nous. Et ces gens-là viennent être à côté de la matière première qui est moins chère. Vous comprenez? Et ils vont toujours vouloir que la main-d'œuvre soit moins chère. Et on a déjà vu ce système de prédation des autres économies ailleurs, en Chine, au Bangladesh, en Éthiopie, au Kenya. Et les conséquences ont été là en Asie. S'ils fuient là pour venir, ce n'est pas pour nos beaux yeux. Hein. Non, c'est parce qu'ils savent que la matière première est moins chère et la main-d'œuvre est très moins chère. Quand ils deviennent des mastodontes, quand ils arrivent à s'installer réellement, qu'est-ce qui se passe? Ils influent sur le gouvernement pour interdire que, enfin, pour empêcher des lobbies, pour empêcher que le salaire minimum augmente. Parce qu'une fois que ça va augmenter, ils ne trouvent pas leur intérêt. Ils font tout pour influencer sur le coût de la matière première. En faisant ça, on désavantage le producteur. Voilà en réalité ce qu'on ne nous dit pas. Zone franche, patati, patata. Je dis non, ce n'est pas un modèle d'industrialisation qu'il faut promouvoir. Il y a des modèles plus sérieux, plus humains, plus compréhensibles, plus en adéquation avec nos réalités. Qu'on appelle ça, le Nigeria en a donné l'exemple, même si ce n'est pas parfait. Et il faut promouvoir des champions locaux qui vont produire, vendre chez nous et exporter. Parce qu'ils sont à même de comprendre notre sociologie. Mais tout ça là, quand on parle, non, on ne comprend pas. Nous voulons voir des bâtiments flambant neufs. C'est ça, non? Envoyer nos frères travailler pour le minimum seulement. C'est ça. Et on est fiers. Parce que c'est des bouches-trous de trucs là, dans les statistiques de chômage. Mais à quelle fin? Mes frères et sœurs, à quelle fin? C'est la question qu'il faut se poser. Bon, voilà une des conséquences. Et le paysan, il faut comprendre quelque chose. Et ces gens-là, on ne s'interpose pas parce qu'on a envie de s'interposer aussi. Peut-être que ce n'est que sur ça qu'ils comptent. Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Vous n'allez pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre ça, là. Ils gagnent de gros salaires. Ils roulent dans des grosses voitures. Ils sont dans les bureaux climatisés et ils décident de ce qui se passe dans la brousse. Si vous dites que ça ne me fait pas mal, ce qui arrive à ce jeune-là, ce que je vous mens. Est-ce que vous voyez?
et à la police, je dis toujours quelque chose. Moi, j'ai été élevé par un flic. Je sais le sacrifice qu'ils font. La plupart des flics, on a toujours de bons rapports, ils sont bien. Mais il y a des brebis galeuses qui veulent gâter cette institution-là. Le service de communication de la police, même si c'est la rigueur, c'est l'âme, vous comprenez, il va falloir qu'ils sachent communiquer autrement pour laver leur nom. C'est très important. La population ne vous aime plus du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Essayez de laver votre nom pour que les rapports soient bien. En temps, je voyais, même quand vous étiez en difficulté au feu rouge, là, ils venaient vous aider. Donc, à continuer, faire des actions pour montrer que la police est là pour la population. Ce n'est pas une police qui obéit seulement aux ordres, bien qui vient à l'air quand il y a un problème, ils sortent là. Merci, mes chers frères. Ok. Merci, monsieur Geoffroy. On va laisser la parole au docteur Jamal Dina. Vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. En fait, merci beaucoup. J'avais pris la pause. J'ai pas beaucoup de temps. Mais ce que je voulais dire simplement, c'est que c'est vraiment dommage. Mon ami Geoffroy l'a déjà assez bien dit. C'est vraiment dommage ce qui se passe dans notre pays. Et l'État ne prend pas ses responsabilités. Il va falloir que les médias sociaux intensifient l'information pour que le dernier des Béninois soit informé de ce qui se passe dans notre pays. Ce n'est pas normal. Vous avez appauvri les gens et vous les empêchez de survivre avec le peu qu'ils ont. Ce n'est pas normal. Un pays de droit ne fonctionne pas comme ça. Et le président Talon l'avait toujours dit avant de venir au pouvoir. Un pays qui ne respecte pas les lois, c'est un État voyou. Ce n'est pas normal qu'on empêche les gens de s'exprimer. On empêche les gens de manger dessus. On empêche les gens de bénéficier Je voulais rebondir par rapport au message de notre cher ami La patrie ou la mort. En fait, je l'ai écouté, tout ce qu'il a eu à dire. Bon, c'est pas mal, c'est très bien, mais il doit savoir que la police, c'est vrai, il dit que la police, nous ne devrions pas, comment on appelle, nous ne devrions pas attaquer la police comme nous sommes en train de le faire, et qu'elle fait déjà son effort. Elle fournit déjà suffisamment d'efforts qui méritent nos encouragements. Non, moi, tant que ça va continuer comme ça, moi, je ne peux pas continuer à soutenir ou à encourager cette police-là. C'est vrai, ils ne sont pas tous les mêmes, mais il y a des dangers parmi eux. Mais pour simplement le port de casque, la police va pourchasser des citoyens, mais c'est pas bien. Ou se mettre sur la voie, genre vouloir bloquer la voie pour je ne sais combien. Et c'est l'argent même qui ne va pas dans leur poche. Aujourd'hui, l'argent ne va plus dans leur poche, mais on force les choses, on force la main, on se met sur la voie juste pour arrêter un citoyen qui est en train d'évoluer pour non-port de casque. Selon les dires que moi j'ai entendus par rapport à la situation de Bouka, c'est même pas que le monsieur est en train de charger sa marchandise. Ils ont mené des enquêtes et ils se sont rendus compte que c'est à tel niveau, dans tel magasin se trouvent les denrées. Et ils ont débarqué pour empêcher désormais ce monsieur-là de continuer à sortir ses produits. Non mais, et quand c'est comme ça, c'est mauvais. C'est une mauvaise pratique. Ils n'ont pas été intelligents, cette police-là. Normalement, c'est de le surveiller, de l'inspecter pour le mettre la main dessus lorsqu'il va vouloir sortir du pays. Si entre-temps, c'est interdit de faire sortir les produits du pays, parce que nous connaissons. Oui, allô Samuel? On ne t'entend plus. Ok, donc apparemment Samuel a un souci. Donc on va prendre... Allô? Tu es là?
Oui, je suis là. Ah, ok. On ne t'entendait plus, oui, c'est ça. Ah, d'accord. Ça peut aller maintenant? Oui, oui, encore une minute, on va prendre M. Geoffroy qui est là. D'accord. Donc, je disais que la police se doit normalement de ne pas agir de la sorte, tirer sur la population là, qui n'est pas armée. On ne peut pas les encourager dans ces conditions-là. Donc voilà un peu, je vais laisser Geoffroy donner son point de vue. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup Samuel. Ok, monsieur Geoffroy, vous pouvez prendre la parole. Oui, bonsoir. Bonsoir, oui. Oui, bonsoir, comment allez-vous? Vous m'entendez? Oui, très bien, oui. Ok. D'accord. Et... bon, je crois que c'est par rapport au drame qui s'est passé la fois passée et tout ce qu'il y a autour. Déjà, c'est pas pour la première fois que nous avons ces cas-là dans différentes circonstances. Et ce cas me fait d'autant plus mal parce que c'est à croire que on privilégie entre griffes la nourriture quoi à la vie humaine. Parce que depuis je n'avais pas compris. Je me demande mais pourquoi? Qu'est-ce qui peut justifier qu'on ait la gâchette aussi facile? C'est des questions que je me pose chaque fois, quoi. Et quand j'essaie d'analyser, de réfléchir, mes conclusions, c'est qu'il y a un climat permissif qui est là depuis. Et qu'on ne veut pas régler. Sinon, là. Et d'ailleurs, remercions ceux qui font le relais sur les réseaux sociaux. Parce qu'en réalité, beaucoup ne sont pas au courant de ce qui se passe sur les grands médias. À chaque fois, on n'est pas au courant. Est-ce que vous voyez? Donc, remercions tous ceux qui relaient. Et s'il n'y a pas ce genre de relais, si on ne crie pas, on ne va pas aller jusqu'au bout des enquêtes pour savoir, voilà, il y a vraiment une bavure. Vous vous rappelez du cas du jeune Faïsal? Si on n'avait pas crié sur tous les toits, là, on n'allait pas mettre en arrêt ou bien suspendre et faire qu'on appelle ça des sanctions administratives et engager une procédure. Normalement, là, si ce sont des hors-la-loi qui nous font tomber, on va comprendre. Mais des gens qui sont censés, qui sont formés pour nous protéger avec nos impôts, les deniers publics qui sont payés par nos efforts, qui ont comme ça la gâchette facile, je crois qu'il y a un véritable problème. Au niveau de l'enquête de moralité, quand on va vouloir les recruter. 2, au niveau de leur formation idéologique, juridique, déontologique, pour que ce genre de truc ne se répète pas. Parce que quand nous lisons, nous écoutons les témoignages, ça aurait pu être, on aurait pu éviter ça. On parle de la vie humaine. Quand quelqu'un tombe, c'est toute une famille, sinon toute une société qui est impactée. Et quand il tombe de la main de ceux qui sont censés nous protéger, ça crée un climat d'inimitié entre ces personnes appelées sous le drapeau et la société et le citoyen lambda. Or, sans cette relation-là, rien ne peut fonctionner en réalité, rien. Le renseignement, qui sont ceux qui donnent les renseignements? C'est nous. Regardez, sur les vidéos, chaque fois que nous parlons de ça, regarde ce que les gens viennent dire. D'autres sont même contents. Moi, j'ai fait une vidéo, ils sont venus dire, ça fait 1-1. Balle au centre. Alors que des deux côtés, il y a des gens qui sont tombés, des citoyens. Normalement, on devait s'en émouvoir et tout faire pour que ça ne se répète pas. Et particulièrement ce dossier-là, qu'est-ce qui crée ça? C'est ce qu'on entend dire depuis que les gens ne comprennent pas. Écoutez, on ne peut pas toucher un secteur et à chaque fois faire mal à tout le monde. Pourquoi on ne peut pas faire des réformes qui seront consensuelles et qui va faire que tout le monde sera gagnant-gagnant? J'avais fait une vidéo où j'avais dit, ne transformez pas nos braves paysans, nos braves cultivateurs, nos producteurs en contrebandiers. C'est pas ça qui est en train de se passer. C'est l'offre
la loi de l'offre et la demande. Moi, je ne peux pas être un commerçant, un revendeur, et entendre qu'à côté, c'est à 800 francs, je peux vendre mon kilo d'acajou. D'accord? Et chez moi, c'est 300 de vous à moi. Soyons, dites-nous la vérité. Qu'est-ce que vous allez vouloir faire? Donc, forcément, ils vont vouloir aller chercher. Il y a plus de marge. Et quand les gens viennent raconter n'importe quoi sur les panels, dans les vidéos, sur les plateaux de télé là, ils ne connaissent rien du monde paysan. Ils ne savent pas ce qu'on appelle l'harmattan du Nord. Ils ne savent pas ce qu'on appelle emblaver des hectares pour semer l'acajou, pour semer qu'on appelle ça, le soja et autres. Non, ils ne savent pas. Sinon, vous saurez que quand vous faites ça, le coton, quand vous faites ça, vous voulez avoir une belle marge pour nourrir vos familles. Personne n'a envie de faire ça. Et maintenant, quand ça se passe, même quand les lois sont là, même quand il y a des décrets, des arrêtés qui interdisent cela, et quand vous venez, il y a quand même des manières de faire. On ne vient pas s'imposer. Attendez, la police de proximité, donc c'est impossible que nous parlons, que nous discutions. Ça va passer au porter des uniformes que nous ne pouvons pas discuter. Non. Toujours dans le calme. Et si vous voyez que ça veut dégénérer là, c'est pas parce que vous êtes là, que vous devez forcément vous imposer. Retirez-vous et revenez. Il y a d'autres moyens. Il n'y a pas que des balles. Parce qu'une fois que la personne tombe, c'est fini. Bon, voilà ce qui s'est passé maintenant. Nous avons 2 citoyens qui sont tombés, des familles sont impactées. Jusqu'à quand nous allons continuer comme ça? Et laissez-moi vous dire que ça là, c'est peut-être l'extrême. Mais ce que les gens vivent, je ne peux pas vous raconter dans ce domaine-là. Moi, je suis de là-bas. J'entends les remontées. Chaque fois, nos parents souffrent, je vous dis. Ils souffrent. Quelque chose que les gens vont venir me dire ici, personne ne va me convaincre qu'ils ne souffrent pas. Non. Parce que la personne passe au pouvoir et lui dire non, tu es heureux. En fait, ce n'est pas toi qui souffres, ce sont les importateurs, ce sont les intermédiaires. Les intermédiaires, ce n'est pas des Béninois. Ou bien, je ne comprends pas. Bon, lui maintenant, là, Biorou, là, ce n'est pas un Béninois. Il fait ça là, c'est pour qui? Ce n'est pas pour nourrir ses enfants béninois, pour nourrir sa famille béninoise. Mais de quoi on parle? Et j'ai déjà dit, c'est les conséquences de l'industrialisation, de ce type d'industrialisation-là, où c'est les délocalisations des industries pour venir en réalité s'installer chez nous. Et ces gens-là viennent être à côté de la matière première qui est moins chère. Vous comprenez? Et ils vont toujours vouloir que la main-d'œuvre soit moins chère. Et on a déjà vu ce système de prédation des autres économies ailleurs, en Chine, au Bangladesh, en Éthiopie, au Kenya. Et les conséquences ont été là en Asie. S'ils fuient là pour venir, ce n'est pas pour nos beaux yeux. Hein. Non, c'est parce qu'ils savent que la matière première est moins chère et la main-d'œuvre est très moins chère. Quand ils deviennent des mastodontes, quand ils arrivent à s'installer réellement, qu'est-ce qui se passe? Ils influent sur le gouvernement pour interdire que, enfin, pour empêcher des lobbies, pour empêcher que le salaire minimum augmente. Parce qu'une fois que ça va augmenter, ils ne trouvent pas leur intérêt. Ils font tout pour influencer sur le coût de la matière première. En faisant ça, on désavantage le producteur. Voilà en réalité ce qu'on ne nous dit pas. Zone franche, patati, patata. Je dis non, ce n'est pas un modèle d'industrialisation qu'il faut promouvoir. Il y a des modèles plus sérieux, plus humains, plus compréhensibles, plus en adéquation avec nos réalités. Qu'on appelle ça, le Nigeria en a donné l'exemple, même si ce n'est pas parfait. Et il faut promouvoir des champions locaux qui vont produire, vendre chez nous et exporter. Parce qu'ils sont à même de comprendre notre sociologie. Mais tout ça là, quand on parle, non, on ne comprend pas. Nous voulons voir des bâtiments flambant neufs. C'est ça, non? À envoyer nos frères travailler pour le minimum seulement. C'est ça. Et on est fiers. Parce que c'est des bouches-trous de trucs là, dans les statistiques de chômage. Mais à quelle fin? Mes frères et sœurs, à quelle fin? C'est la question qu'il faut se poser. Bon, voilà une des conséquences. Et le paysan, il faut comprendre quelque chose. Et ces gens-là, on ne s'interpose pas parce qu'on a envie de s'interposer aussi. Peut-être que ce n'est que sur ça qu'ils comptent. Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Vous n'allez pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre ça, là. Ils gagnent de gros salaires. Ils roulent dans des grosses voitures. Ils sont dans les bureaux climatisés et ils décident de ce qui se passe dans la brousse. Si vous dites que ça ne me fait pas mal, ce qui arrive à ce jeune-là, ce que je vous mens. Est-ce que vous voyez?
et à la police, je dis toujours quelque chose. Moi, j'ai été élevé par un flic. Je sais le sacrifice qu'ils font. La plupart des flics, on a toujours de bons rapports, ils sont bien. Mais il y a des bébés galeuses qui veulent gâter cette institution-là. Le service de communication de la police, même si c'est la rigueur, c'est l'arme, vous comprenez, il va falloir qu'ils sachent communiquer autrement pour laver leur nom. C'est très important. La population ne vous aime plus du tout. Du tout. Essayez de laver votre nom pour que les rapports soient bien. En temps, je voyais, même quand vous étiez en difficulté au feu rouge, là, ils venaient vous aider. Donc, à continuer, faire des actions pour montrer que la police est là pour la population. Ce n'est pas une police qui obéit seulement aux ordres, bien qui vient à quand il y a un problème, ils sortent là. Merci, mes chers frères. Ok. Merci, monsieur Geoffroy. On va laisser la parole au docteur Jamal Dina. Vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. En fait, merci beaucoup. J'avais pris la pause. J'ai pas beaucoup de temps. Mais ce que je voulais dire simplement, c'est que c'est vraiment dommage. Mon ami Geoffroy l'a déjà assez bien dit. C'est vraiment dommage ce qui se passe dans notre pays. Et l'État ne prend pas ses responsabilités. Il va falloir que les médias sociaux intensifient l'information pour que le dernier des Béninois soit informé de ce qui se passe dans notre pays. Ce n'est pas normal. Vous avez appauvri les gens et vous les empêchez de survivre avec le peu qu'ils ont. Ce n'est pas normal. Un pays de droit ne fonctionne pas comme ça. Et le président Talon l'avait toujours dit avant de venir au pouvoir. Un pays qui ne respecte pas les lois, c'est un État voyou. Ce n'est pas normal qu'on empêche les gens de s'exprimer. On empêche les gens de manger dessus. On empêche les gens de bénéficier de la plus-value de leur sueur. On a parlé de zones franches. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Mon ami l'a dit assez bien dit. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Non, c'est pas bien. Il faut encourager la production locale, encourager les Béninois à produire, à créer des entreprises et les encourager à créer des riches pour que notre pays puisse se développer. Ce n'est pas concevable. Moi, quand j'ai vu l'information, je ne savais même pas que c'était vrai. Et l'État ne communique pas dessus. C'est comme si on tue ce peuple et on frappe ce peuple et on l'empêche de pleurer. Ce n'est pas normal. Il faut décrier, il faut le décrire, il faut le dire haut et fort pour que le dernier des Béninois soit informé de ce qui se passe dans notre pays. Ce n'est pas du tout normal. On tue les gens, on les empêche de s'exprimer. Un pays qui se respecte ne se comporte pas comme ça. Quelqu'un qui est dans son... Regardez la dame, une très belle dame, on lui ôte la vie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Et donc, moi, d'habitude, je suis votre média, mais si je n'ai pas souvent le temps de venir sur le panel parce que je suis très occupé, je ne suis pas au Bénin. Je suis souvent très occupé, mais les rares fois où je trouve un bout de temps, j'ai toujours envie de dire un mot, de participer au débat parce que c'est ça qui va faire grandir notre pays. On a empêché les médias de s'exprimer. On ferme les médias à tout va, sans aucun justificatif. Ce n'est pas normal. Notre pays mérite plus que ça. Si nous voulons nous exprimer, nous voulons s'asseoir sur la même table que les grandes nations, on doit changer notre mode, on doit changer de curricula. Nous devons changer notre manière de diriger. On ne peut pas gérer un pays comme ça. La police est là pour protéger les citoyens. La police est là pour protéger les citoyens et non pour commettre des bavures de ce genre. Ce n'est pas la première fois que ça se passe. Et il faut qu'on dénonce, il faut que ça soit dénoncé. Sincèrement. Moi, c'est tout ce que moi j'ai à dire. Oui. Et vous avez dit tout à l'heure que l'ordre vient de... Enfin, et effectivement, ils sont entre le marteau et l'enclume. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, comme les Ivoiriens le disent là, quand t'envoies, il faut savoir t'envoyer. Quand vous allez là, et la situation... D'abord, quand on parle de légitime défense et autres là, la légitime défense doit être proportionnelle. Hein? C'est-à-dire, si je prends un couteau, vous devez prendre un couteau. Je ne peux pas prendre un couteau, vous allez prendre un bazooka. C'est ça, hein, dans les conditions de la légitime défense, sur le plan juridique. Donc, quand vous allez face à une population qui vient avec des gourdins peut-être, je ne dis pas que c'est le cas, mais je suis en train de donner un exemple. Mais vous avez une arme létale. Et nous savons, même si c'est des 9 mm ou des AKM,
Vous tirez juste en l'air, tout le monde s'aplatit. Vous mettez une rafale en l'air, là. Tout le monde dégage. Bon, pourquoi on vise? Ça pourrait dire qu'il y a un problème au niveau de la formation, au niveau de la formation juridique, idéologique, au niveau qu'on appelle ça là, de l'enquête de moralité. Maintenant, dire ça, ce n'est pas, je ne dédouane pas la hiérarchie. Parce que effectivement, comme je l'ai dit, il y a un climat permissif. Sinon, si on sanctionnait avec la dernière rigueur, souvent ces cas-là, parce que nous savons dans tous les pays, les autorités, bon, c'est naturel, ils aiment protéger leurs éléments. Mais, si on sanctionnait avec la dernière rigueur, et bon, jusqu'à aujourd'hui, là, dites-moi, le dossier par rapport à Faisal, personne ne sait là où on en est. Hein. Le public, la population ne sait pas. Or, c'est des trucs qu'il faut faire sur pour montrer que, ah, voilà. Pour que tout le monde sache. Comme ça, sur le terrain, parce que porter une arme, porter un treillis, c'est une grande responsabilité. Chacun sait que vous maîtrisez et que vous n'allez pas faire des dommages dans la population, dans les civils. Donc, tout est mélangé. Et je vais dire un truc, et ce n'est pas mon souhait, mais malheureusement, vous allez entendre de plus en plus ce genre de choses-là. Parce que c'est d'instinct. Vous ne pouvez pas vous lever un jour de chez vous, dire que vous allez emblaver des terres, sous la pluie, dans l'harmattan, récolter. Je dis, ceux qui parlent souvent là, ils n'ont jamais fait un tour dans l'harmattan de Kérou, de Firou, de Wassapinko, de Nati, dans les montagnes de Tangueta. Il faut que vous fassiez un tour là-bas. Et on va vous amener dans un champ pour récolter une seule fois l'anacard ou bien le soja. Plus jamais, vous allez comprendre. Vous allez défendre le fait qu'on veuille imposer sans aller à un consensus. Je vous dis que si on dit que l'acajou est à 800 francs à côté au Togo, bien au Nigeria, et qu'on dit aux paysans de vendre ceci à 700 francs, je vous assure qu'ils vont vendre ça à 700 francs. Parce que on veut nous faire croire que non, c'est les gens qui ne sont pas des patriotes, et ils ne veulent pas payer des taxes, des impôts et autres. Quand ils paient les intrants là, il n'y a pas la TVA sur ça. Alors, je ne comprends pas. Les transports, tout ça, il n'y a pas la TVA sur ça, il n'y a pas de taxes sur ça. Je dis, ce sont les conséquences de cette industrialisation à modèle prédatrice des économies en voie de développement. C'est un truc qu'il faut fuir dès maintenant ou bien reformer. Parce que je suis sûr que c'était des champions locaux qui étaient là. On peut promouvoir ces champions locaux-là. Vous allez voir qu'ils allaient comprendre mieux la souffrance de nos paysans. Mais vous comprenez que un Indo-Pakistanais qui vient au pays, mais lui, il n'en a rien à faire de ce que un paysan qui est quelque part à Kouandé souffre pour récolter son coton. Lui, tout ce qu'il veut, c'est faire sa marge. Est-ce que vous voyez? Donc, franchement, on peut tout dire aujourd'hui. Hein. Moi, je pense qu'ils ne vont jamais comprendre parce que il y a une qualité qu'il faut leur reconnaître. Quand ils prennent une voie, ils vont jusqu'au bout. Ça, là, il faut leur reconnaître ça, même quand c'est mauvais. Donc, même si on change de gouvernement, c'est la même dynamique qui vient encore là. Ils vont continuer. Voilà pourquoi je dis, nous devons lutter pour une alternance, pour montrer que nous pouvons faire désormais un développement harmonieux et soucieux des basses couches. Un développement sans renoncer à nos acquis démocratiques, sans renoncer à nos acquis sociaux, sans renoncer au regard compatissant envers ceux qui produisent la matière première. Oui. Un paysan heureux, je vous assure que c'est des enfants, un paysan heureux bien rémunéré, c'est des enfants qui iront à l'école, qui iront loin, et c'est la création d'une classe moyenne qui sera encore plus puissante dans la consommation et va développer ainsi le pays.
C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on veut transformer une zone du pays en monde paysan, en productrice, simplement. Hein? Et une autre zone en profiteur. Non. Écoutez, le problème là est profond. Hein? Je vais éviter de dire beaucoup de choses ici, mais sachez que le problème est profond. Les gens sont révoltés en fait. Les gens sont révoltés dans le septentrion. Ils tournent à perte. Et déjà, si vous ne savez pas, malgré tout ce que les gens viennent de raconter, même Bertin Kovi qui défend souvent, il sait, parce que lui, au moins, il fait des tours là-bas, et face à l'évidence, il est obligé de reconnaître certaines choses. Il y a des gens qui sont obligés, hein, vous comprenez ce que je veux dire, de sauter la vie. Parce qu'à la fin, ils ne sont pas, ça ne marche pas. Les prêts qu'ils ont fait pour emblaver, ils ne sont plus, ils ne rentrent pas en bénéfice. Et vous connaissez l'orgueil, hein, de ces gens, parce que c'est une honte. Et qu'est-ce qu'il fait? Il n'a plus le choix, il est obligé d'aller à ces extrêmes-là. C'est ça que nous voulons? Ce n'est pas ça que nous voulons. Voilà pourquoi il dit que ceux qui défendent là, c'est soit pas ignorance, soit pas parce que c'est la politique, bien soit ils s'en mettent plein les poches. Partout, moi, j'ai la chance de prêcher et de dire, faisons ce capitalisme violent. Nous devons tout faire, d'accord, pour le changer. Il y a d'autres types, il y a d'autres manières. Voilà. Merci beaucoup, mes chers amis. Oui, merci beaucoup, M. Geoffroy. On va laisser la parole à M. Ndewenu pour maintenant. Oui, bonjour Biafrica. Bonjour, monsieur, j'ai pas le nom, mais bon, Geoffroy pour votre développement. Et bonjour aussi à monsieur Beguidi et enfin tous les autres amis panélistes, John 25 aussi. Bah, écoutez, moi, je vais d'abord commencer par ce que je pense être le principal problème dans le sujet qui nous a réunis aujourd'hui, c'est-à-dire l'action d'un porteur d'armes. On peut les appeler forces de l'ordre, policiers ou tout ce qu'on veut. L'essentiel, c'est que dans l'exercice de leur fonction, ils portent des armes. Et donc, à partir de ce moment-là, je pense que il faut quand même qu'ils soient plus regardants sur la façon dont ils s'en servent. Et donc, cela pose déjà la question de la formation des agents qui ont, n'est-ce pas, la mission de nous protéger. Parce que si on arrive à penser que nous devons nous protéger de la police, c'est que nous sommes vraiment mal partis. Nous sommes vraiment mal partis parce que, comme je l'avais partagé tout à l'heure, la citation de Thomas Sankara qui, n'est-ce pas, invitait à ce que les militaires, par exemple, puissent avoir quand même une formation idéologique. Et moi, je pense qu'il faut peut-être que le parcours de formation des gens qui ont pour mission de nous protéger soit peut-être revu afin que chaque fois qu'ils sortiront leurs armes, que nous n'ayons plus à le déplorer et que nous puissions au contraire les féliciter de l'avoir fait. Bon. Après, la question qu'on se pose aussi, c'est que quand il se passe, n'est-ce pas, des exactions comme celles que nous déplorons ici, quelle est la suite? Est-ce qu'il y a une police des polices qui, n'est-ce pas, fait des enquêtes sérieuses pour pouvoir à la fin prendre des sanctions adéquates, ou alors on va aussi gérer dans l'émotion et peut-être soit sans une enquête sérieuse, peut-être sanctionner le policier, ce n'est pas ce qu'on demande, et aussi peut-être après une enquête pour des considérations politiques, ne pas sanctionner le policier, ce n'est pas ce qu'on demande non plus. Bien. Maintenant que j'ai dit ça,
Je vais maintenant parler du second point qui m'intéresse aussi, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour intéresser les paysans pour qu'ils ne ressentent plus, n'est-ce pas, le besoin de faire sortir leurs produits du Bénin. Parce que d'après ce que moi j'ai compris, c'est que les usines au Bénin, ou peut-être ailleurs, j'en sais rien, ont besoin de ces produits-là. Bon, moi, la question que je me pose, je me demande, est-ce que nous sommes à une ère de récession? Bon, je ne sais pas. Est-ce que les produits sont des produits de première nécessité et nous faisons face à une pénurie à l'interne et donc par souci de patriotisme, on est obligé de retenir ces produits-là au pays? Ça non plus, je ne sais pas. Donc, je pense que il faut prendre en considération tous ces éléments pour savoir alors qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que nous allions encore une autre fois vers ce type d'incident. Bon, il se pose aussi la question des intrants qui seraient subventionnés et donc de ce fait, puisque les intrants sont subventionnés, d'après ce que j'ai compris, il faut que les paysans appliquent une préférence nationale. Bon, je ne sais pas, peut-être bien qu'il faut alors ne plus subventionner les intrants pour que les paysans puissent être libres de commercer comme ils veulent. En tout cas, si cela peut aider à épargner leur vie, pourquoi pas. Et donc, je vais terminer par le plus important, c'est-à-dire dire déjà dans un premier temps mes condoléances donc à la famille du paysan qui a été fauché, mais aussi par la même occasion dire que ça serait peut-être intéressant que les paysans s'organisent de façon encore plus sérieuse pour que, en cas je dirais même pas d'incident, mais en cas de bavure de ce type, ils puissent tout de suite mettre en action des moyens ou des méthodes qui puissent permettre à ce que justice soit rendue et très vite, et aussi s'organiser de sorte à éviter, à mener des actions de sorte à éviter que des policiers, peu importe leurs ailes, ne puissent plus penser que ça serait une solution de tirer sur un paysan. Bon, maintenant que j'ai dit ça, je pense que nous devons aussi nous inviter tous, chacun à nos niveaux, à avoir un comportement de paix et surtout un discours qui puisse, n'est-ce pas, calmer les choses et non pas les envenimer, parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand on a une possibilité d'éviter le pire, il faut le faire. Et donc, ça sera aussi de par nos discours, de par notre façon d'être modéré, peu importe la colère qui nous anime ou peu importe l'injustice qui nous fait sursauter. Je pense que ce n'est pas une mauvaise méthode et ce n'est pas ne pas être intelligent que de garder son calme et de mener des actions, mais des actions cohérentes pour que des incidents de la sorte ne se reproduisent plus, parce que la colère face à un gouvernement qui est déjà jusqu'au boutiste, comme l'avait dit le précédent intervenant, je pense qu'on n'arrivera à rien. Si on veut s'engager dans un bras de fer avec ce gouvernement-là, je pense que beaucoup de nos frères, de nos cousins, de nos cousines, de nos sœurs, de nos tantes, de nos mères, peut-être de nos pères, vont laisser leur peau, et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Et dans la police aussi, ce sont nos frères, nos cousins qui sont aussi des policiers, ce sont nos pères aussi, ce sont nos beaux-frères. Donc, ce sont des personnes aussi que nous avons dans nos familles, que nous côtoyons tous les jours.
et qui malheureusement n'ont peut-être pas une formation très complète ou qui alors ont des ordres qui sont contraints d'exécuter. Et donc, dans cette situation-là, je pense que c'est très compliqué. Donc, nous devons aussi être en solidarité avec la police et ne pas forcément les vilipender, parce que je veux avoir la faiblesse de penser que eux aussi, ils ont le mal de cette situation-là, et que bon nombre d'entre eux, je l'espère, souhaitent vraiment que nous puissions arriver à un état où la police ne soit jamais contrainte de sortir son arme pour, n'est-ce pas, abattre un citoyen pour quelque raison que ce soit. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Ndewenu. J'ai monsieur Adam qui est là. Vous pouvez prendre la parole si vous voulez. Activez votre micro. Monsieur Adam, vous pouvez prendre la parole maintenant. Oui, merci le journaliste. Comment vous allez? Oui, très bien. Merci beaucoup de se joindre à ce direct. Allô? Oui, c'est avec beaucoup d'attention que je vous suis par rapport au débat qui se mène. Et vraiment, c'est très bien, c'est très bien. Bon, qu'est-ce que je peux encore ajouter par rapport à ça? Je tiens quand même dire à chacun de nous du calme. J'espère que peut-être la justice est en train de voir comment faire pour que ces choses ne se reproduisent plus dorénavant. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Adam. Samuel, est-ce que tu as autre élément à apporter? Bon. Ok, Samuel, est-ce que tu es là? J'ai monsieur Lawson aussi qui était là depuis. Donc, il est toujours là, il peut prendre la parole, à moins qu'il soit loin, qu'il ne nous écoute plus. Donc, la réalité, ok, ce que je voulais faire, j'avais essayé de vous faire écouter l'incident tel que décrit par le CA de Bouka. Donc, je vais réessayer de voir, parce qu'avant, le son, ça ne passait pas. Donc, il y avait... J'essaie de remettre ça, et puis pour ceux qui n'ont pas bien suivi... Oui, bonjour monsieur le journaliste. Et effectivement, à Bouka, il y a eu un événement. Au fait, c'est depuis le dimanche passé, moi j'étais allé dans un village, je suis revenu dans les environs de 11 heures, et j'ai trouvé beaucoup de policiers autour d'un magasin à Boukala. Le propriétaire du magasin s'appelle Mouidine. Bon, signons un peu son nom de famille. C'est Mouidine que je connais. C'est un jeune commerçant. Il achète les produits tropicaux. Comme je les ai vus, là, je suis revenu vers la maison. Il y a une dame que j'ai trouvée là qui était bastonnée par son mari. J'ai appelé le policier que j'ai aperçu là. Il m'a dit qu'il est en mission à ce niveau-là. Donc, il ne pouvait pas venir chez moi. Donc, j'ai appelé vers le commissariat pour régler ce problème. Ils étaient là. Moi, j'avais même oublié qu'ils sont là. Mais hier matin, j'ai vu le monde policier accompagné d'un autre qui sont arrivés vers mon bureau. Et ils ont dit qu'ils étaient là depuis hier, qu'ils sont en train de rentrer, qu'une autre équipe viendra tout à l'heure les remplacer pour la mission. J'ai dit, ah bon, quelle est cette mission si importante? Ils m'ont dit que c'est pour les produits tropicaux. On n'a plus continué sur ça et puis on s'est séparés. Et dans la soirée, lorsque l'autre équipe est arrivée, effectivement, le responsable de l'équipe est venu me voir. Il a demandé la clé d'une salle où ils avaient l'habitude de rester s'ils viennent. J'ai cherché la clé, je n'ai même pas trouvé la clé. J'ai été obligé d'appeler un soudeur qui a défoncé, on a placé une autre clé. Donc on était là et ils étaient là-bas. Moi, j'étais aussi vers le bureau d'arrondissement. J'étais même allé à l'école. Et vers 19h, lorsqu'on était en train de rompre les carèmes, il est revenu. Il m'a dit, bon, qu'ils sont encore là et qu'ils ont amené un véhicule qu'ils veulent charger et qu'ils ont besoin des jeunes pour les aider à charger. J'ai dit, ça ne serait pas facile. Si c'est ces jeunes-là, ça ne serait pas facile. Il a dit que le commissaire va m'appeler. J'ai dit, d'accord. Effectivement, quelques
Après, ça ne fait même pas une heure, le commissaire m'a appelé. Le commissaire m'a dit, bon, il faut dire à la population de se tranquilliser. Le véhicule va retourner tout à l'heure à Derassi. Et demain, on va inviter les personnes qu'il faut inviter pour qu'on s'entende. Ils ne vont rien prendre. Aussitôt, il m'a dit ça, j'ai appelé le délégué. Le chef du village, je l'ai informé. Parce que je voulais même aller, et même ma moto n'était pas là. Donc, j'ai été obligé d'appeler le chef du village pour l'informer. J'ai encore appelé une autre personne pour lui donner le même message. Alors, le délégué, le premier, a me rappelé pour dire que, bon, il vient de donner le message et que les gens sont contents, ils sont en train de se disperser. La deuxième personne que j'ai appelée était chez elle. Le temps de quitter sa maison pour aller vers le magasin, il m'a rappelé pour dire qu'il a trouvé beaucoup de personnes, il n'a même pas pu atteindre le magasin. Il est allé quelque part à l'écart pour m'appeler. Et qu'il était là lorsqu'il a entendu un coup de fusil. Et il paraît qu'il y a une femme qui est blessée. J'ai dit là, c'est dangereux. J'ai rappelé le délégué. Le délégué m'a dit, c'est vrai, c'est une femme même de sa maison et qui sont en train de l'amener au centre de santé. Il y a encore un corps qui est... Il y a quelqu'un qui est couché, il semble que la personne serait décédée. J'ai dit là, c'est grave. Donc j'étais à la maison. J'ai dit dans ces conditions, je ne pouvais plus me rendre là-bas. J'étais là et après tout ce bruit-là se passait, j'ai appelé madame qui est vers la résidence, qui est vers le bureau là-bas. Je lui ai dit, bon, fermez vos portes et fenêtres. Même si quelqu'un venait taper, n'ouvrez pas. Il y a la bagarre dans le village. Moi, j'ai pensé que j'ai couvert comme ça ma famille. Et j'étais ici. Après, madame m'a appelé pour dire, ah, qu'elle a vu par les fenêtres, il semble qu'ils sont en train de brûler un véhicule. Je dis, tôt. Je vous ai dit de fermer. Mais quelques minutes après, elle me rappelle pour dire, ah, que les gens sont venus les tuer. Mais j'ai dit, mais c'est dangereux. Je voulais même me rendre là lorsque ceux qui étaient avec moi m'ont dit non, de ne pas bouger. Je suis resté là. C'est ainsi que elle, Dieu les a aidés avec les enfants. Ils sont sortis, personne d'eux n'a été touché. Mais ils sont partis. Donc, ils ont saccagé la résidence. Ils ont enlevé portes et fenêtres. Mais ils n'ont rien pris dedans. Ils ont enlevé portes et fenêtres. Ils sont allés vers le bureau d'arrondissement. Là-bas, là, carrément, ils ont mis feu. Ça a pris feu. Carrément, ils ont incendié ça. Bon. C'est quelques minutes après que j'ai appris qu'un policier est aussi fusillé vers Boukagando. Est-ce que c'est lui-même qui s'est fusillé ou bien c'est son second, je ne sais pas. Mais il paraît qu'il est mort par arme. Voilà ce qui s'est passé. Donc, comme bilan, si on veut citer, il y a 2 personnes qui ont perdu la vie, 2 motos brûlées, un véhicule brûlé et le bureau d'arrondissement brûlé. La résidence du CA saccagée, portes et fenêtres enlevées. C'est ainsi qu'ils sont aussi allés chez le chef village, le délégué. Ils ont aussi fait la même chose. Ils ont enlevé portes et fenêtres là-bas aussi. Voilà ce qui s'est passé. Et ce que j'ai à dire à la population, c'est de se tenir tranquille, de se temporiser. La colère souvent n'arrange pas. La colère n'arrange pas. Ils n'ont qu'à se patienter. Tout ce que l'on voit, c'est Dieu qui nous permet de voir ça. Et ce qui nous cache est plus grave que ça. Remercions Dieu. Et croyons à notre Dieu. Nous sommes dans le mois de Carême, un mois saint. Voilà. Merci. Ok, donc ça c'était la version du CA de Bouka, en tout cas ce qu'il en a dit par rapport aux événements tragiques survenus. Donc si d'autres veulent monter pour prendre la parole, vous pouvez faire votre demande, mais je peux continuer par vous faire écouter d'autres réactions qu'on a eues dans la journée. Et puis après, on peut revenir sur le panel pour prendre d'autres personnes. Deuil à Bouka Kalalé. Meurtre odieux sur l'autel des affaires du prince. La légende raconte qu'une partie des murs du palais royal d'Abomey avait été construite avec de la terre mélangée au sang humain. De nos jours, l'empire financier de Patrice Talon, outre la sueur des travailleurs béninois, se construit avec le sang et l'âme des producteurs agricoles. Grâce à la servilité de la police,
un terrorisme d'État arrache à l'affection des parents, proches et amis, des braves valides dans nos contrées, semant la désolation au sein des familles qui ne cessent d'additionner des orphelins et des veuves dont l'avenir se conjugue au passé avec la perte des soutiens. Les producteurs de cajou et de soja sont désormais frappés d'anathème lorsqu'ils ne déposent pas à la porte de la CIPGDIZ leur récolte. La sacralité et l'inviolabilité de la personne humaine consacrée par la Constitution du 11 décembre 1990 est depuis 2019 méconnue par les forces de défense et de sécurité toutes les fois que les intérêts politiques, économiques et financiers des détenteurs du pouvoir de Cotonou sont perturbés. Depuis lors, le sol béninois a bu plus de sang humain que lui apportent en sacrifice rituel les policiers et militaires que les fétiches qui peinent à avoir le sang de poulet et de cabri en raison de la morosité économique. Pourtant, le principal rôle de la police nationale est d'assurer la sécurité des personnes, des biens et des institutions. Le lundi 17 mars 2025, l'arrondissement de Bouka, dans la commune de Kalalé, a vécu l'horreur. En effet, un de ses fils, acheteur de produits tropicaux, qui s'opposait au ramassage des sacs de cajou dans son magasin par les policiers, a été froidement abattu par ces derniers, laissant derrière eux 2 cadavres, dont un policier, et plusieurs blessés dans le rang de la population. Que reste-t-il finalement de notre Constitution sous ce régime, quand déjà dans son préambule, le peuple béninois réaffirmait son opposition fondamentale à tout régime fondé sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice? Quelle société veut-on léguer à la postérité avec autant de barbarie? Aucun Béninois digne ne se reconnaît dans cette animosité. Quelle est cette industrialisation qui se nourrit des âmes des citoyens? Combien de Béninois les régimes antérieurs avaient-ils tués avant de créer les usines d'égrenage de coton, de transformation de tomates et fruits, de rizeries, de cotèbes, de sobetes, qui sont toutes passées dans le patrimoine privé du chef? Combien de morts a-t-on dénombré avant d'ériger la Sonader, la Sonicog, la Société cimentière d'Onigbolo, la Société sucrière de Savais, etc. Amasser de l'argent, construire des châteaux, consolider les comptes bancaires n'ajoute pas une coudée à notre vie. Nous sommes poussière et nous retournerons dans la poussière. Malheur à quiconque place son espérance dans les richesses incertaines qui seront rongées par la rouille et la teigne. Les citations, je cite: « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » Fin de citation. Ésaïe chapitre 1, versets 16 et 17. Je présente aux familles éplorées mes condoléances, prompt rétablissement aux blessés, paix à l'âme des disparus. Que Dieu délivre le Bénin
Djenotin Agossou Valentin, ancien ministre, ancien député. Béninoises et Béninois, comme nous, quand nous venons prévenir de ce que nous entendons dans le peuple, en faisant la description des éléments dictatoriaux qui sont à la tête de notre pays, les gens nous appellent des insulteurs publics, des gens qui n'ont aucun respect pour les autorités. Et le grand problème, c'est que quand les autorités elles-mêmes ne se respectent pas, c'est des genres de choses qu'on entend de la masse, des familles, des victimes, des morts par balles réelles, à cause de leur anacade, à cause de leur noix de karité, à cause de leur coton qu'ils ont planté eux-mêmes, qui ne peuvent plus vendre au prix qu'ils veulent. Au lieu de prendre les drones, d'aller contrôler les terreaux dans le nord du Bénin, on prend ces drones pour poursuivre les pauvres paysans qui ne veulent que vendre les produits de la sueur de leur front à des sommes avec lesquelles ils peuvent faire des bénéfices pour pouvoir inscrire leurs enfants dans des écoles très chères depuis 2016 sous la direction de ce dictateur Antigua Strego, souliers, Patrice, chaussures très pointues, talons, qui piquent plus de 26 millions de pieds, des plus de 13 millions de Béninoises et Béninois depuis 2016. Et alors, quand la révolte commence à grandir et à arriver à ce niveau, Béninoises et Béninois, clébétisés, alors sachez où vous rangez. Parce que cette fois-ci, nous n'allons pas laisser le temps à Digmasrego, le dictateur, de fuir le pays comme il a l'habitude de fuir dans les malles arrière des véhicules. Alors, vous qui vous mélangez à un gouvernement moribond, en perte de vitesse, en chute libre, vous qui coopérez pour la misère que ce gouvernement prédateur, dictatorial, vorace, rapace, avec ce psychopathe, le dictateur Antigua Strego, donne au peuple, au vaillant peuple béninois courageux, sachez qu'à la fin du règne de la rupture dictatoriale, nous allons vous prendre en compte. Et tous les sous que vous avez volés, tous les sous pour lesquels vous n'avez pas fait de réédition de compte, et tous les crédits que vous avez pris pour vos propres comptes, nous allons les saisir et les utiliser pour le Bénin. Parce que vous n'êtes pas le premier et vous ne serez pas le dernier président du Bénin. D'autres intelligents sont aussi dans le pays. Alors nous demandons aux Béninoises et Béninois de s'apprêter, de vraiment s'apprêter pour dire non à ce M
c'est eux, le monstre de code électoral du dictateur Adigban Srego, qui est en train de planifier plus de morts en 2026, de vite nous laisser notre pays comme il est venu l'avoir. Sinon, il va se faire vitrifier par ce peuple courageux, guerrier, qu'il attend au carrefour. Et toutes les richesses qu'il a emmagasinées vont revenir au peuple béninois. Travailleurs, fonceurs, courageux, vaillants guerriers, béninoises et béninois, apprêtez-vous, apprêtez-vous, apprêtez-vous. Apprêtez-vous pour donner raison aux tués, aux morts électoraux par balles réelles, pour être du côté des exilés politiques, pour faire sortir les prisonniers politiques de Missérété, de toutes les prisons où on les a cachés au Bénin, et de rendre hommage aux disparus, morts par les bêtises de la police républicaine corrompue. Apprêtez-vous, Béninoises et Béninois. La danse va commencer d'ici là. Et comme Fofani vous le disait tout le temps, le seul artiste musicien qui n'a pas sa langue dans sa poche, que le dictateur Adigban Srego doit partir de gré ou de force avant 2026. Parce que si vous le laissez encore, nous sommes en train de perdre des pans de notre pays avec les expropriations sauvages, et nous vous reviendrons avec beaucoup plus d'éclaircissement. Et nous demandons le discernement, les analyses pointues et une très belle compréhension à vous toutes et tous. Ce mardi 18 mars 2025. Un avertissement pour ce gouvernement dictatorial, prédateur, vorace, rapace, avec à sa tête le dictateur Adigban Srego, souliers, Patrice, chaussures très pointues, talons. À bon entendeur, salut et demi-mot. Quand on parle, il y a certains clubs qui disent non, il le fait pour créer de l'emploi à travers la transformation de nos matières premières agricoles au niveau des industries. Mais dites-nous, soyons sincères avec nous-mêmes. Combien d'enfants des producteurs de ces matières premières agricoles qu'on emploie au niveau de ces usines-là. Maintenant, je dis une chose, si c'est pour créer de l'emploi là, aux jeunes diplômés sans emploi de certaines régions du pays, il y a la vaste Ouémé, la vaste vallée de l'Ouémé qui est là, inexploitée, non? Mais que l'État crée des champs étatiques, là aussi c'est de l'emploi, là. Là, l'État va commencer par produire du soja, de cajou, pour faire fonctionner les industries dont ils sont en train de parler. Et là, on va coller la paix à ces producteurs-là qui ne sont rien d'autre que des privés aussi qui cherchent du profit à travers leurs différentes activités. Mais ce qui se passe avec le soja, le cajou,
dépasse l'entendement humain. Ce n'est pas bon. Il faut qu'on ait le courage de dénoncer cela, quel qu'en soit notre bord politique. Si ce n'est pas bon, il faut avoir le courage de le dire. Qu'est-ce qui empêche au régime de fixer des prix intéressants afin d'empêcher les producteurs à amener leurs produits agricoles au Nigeria ou bien au Togo, qu'ils fassent même en sorte que les producteurs du Togo ou bien du Nigeria soient tentés de venir vendre leurs matières premières agricoles aussi au Bénin. Voilà. Oui, je disais tantôt, j'ai été perturbé un peu, excusez-moi. On revient déjà. On revient déjà. Oui, personne ne nous parle plus des Faisal et de ce qu'est devenu sa famille. Les 30 et quelques militaires, que les terroristes ont tués, on n'entend plus rien. Des citoyens tués de gauche à droite, on n'entend plus rien. Quelle est la suite? On n'en sait rien. Plus de communication. Autour, silence total. Et on en tue par jour. On en tue. Des policiers meurent. Des citoyens meurent. Et on est autorité. Et dans tout ce méli-mélo, ce qui est cœur, c'est le comportement, l'attitude silencieuse, mais quelquefois coupable, que nos soi-disant cadres du septentrion ont vis-à-vis de cette attitude. Mais trop, c'est trop. La dernière fois, j'ai été écœuré quand ma grande sœur, qui a sa ferme de d'acajou, récolte son acajou, et pour transporter l'acajou vers la maison, ça a été toute une bataille, toute une pagaille, toute une bagarre. Personne n'a pu lui prendre cet acajou-là pour le déplacer vers la maison. Elle a dû utiliser les motos. Les taximans ont refusé. Les tricycles ont refusé. À cause de la police qui traque. Que se passe-t-il? C'est du jamais vu. Je crois que les pères des indépendances se retourneraient dans leur tombe. Et le père de la révolution de 1972 se retournerait aussi dans sa tombe. Ces grands dirigeants qui ont fait la fierté du Bénin hier vont se retourner aujourd'hui. Vers quel monde retournons-nous? Sommes-nous en train d'avancer ou bien sommes-nous en train de reculer? Au nom de quel développement vous devrez nous tirer dessus à balles réelles? Au nom de quel développement vous devez nous tirer dessus à balles réelles? Un paysan non armé, vous tirez à balles réelles. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça répond? Est-ce la légitime défense? Allez, nous sommes en train d'aller. Nous allons vers la zone rouge. Et ça, il faut que les gens le sachent. Nous allons vers la zone rouge. Parce que un peuple étriqué, un peuple poussé jusqu'à ce dernier retranchement, finit par se comporter mal. Vous savez que Machiavel l'a dit, la violence appelle la violence. La violence appelle la violence. Je pense que ces problèmes doivent être réglés avec la négociation, avec des représentants, n'est-ce pas, des producteurs. Et quels représentants? De dignes représentants, pas des représentants qu'on sélectionne selon leur coloration politique. Pourquoi politiser tout dans ce pays? Tout est politisé. Si vous n'êtes pas de la mouvance, vous êtes diabolisé. Si vous n'êtes pas de la mouvance, vous êtes un démon. On met les clics et les claques pour vous écarter. Vous êtes le méchant. Même si vous proposez des choses correctes pour que ce régime, pour que, le régime en place avance. Non. Quelle mentalité anti-développeur. C'est pas ce qui se passe dans les autres pays. C'est pas ce qui se passe
au Togo. Nous n'entendons pas ces choses-là au Togo, encore moins au Burkina, encore moins au Niger, encore moins au Nigeria, en Côte d'Ivoire. Nous n'entendons pas ces choses-là. Pourtant, c'est de grands producteurs aussi de soja et de cajou et tout ça là. Mais on n'entend pas ça. Pourquoi c'est seulement chez nous? Et pourquoi cette politique de deux poids, deux mesures, où c'est au nord, cette politique est menée avec drasticité, et au sud, on n'entend rien. Tout coule. Et nous avons des soi-disant leaders du septentrion qui sont dedans, qui viennent nous vendre l'illusion d'un pays mieux géré, mieux gouverné. L'illusion. Ça fait mal et ça décourage. Vous voyez là où la balle a sifflé? C'est triste. Dans son propre pays, on a encore peur de la police. Oui, la police, avant, au Bénin, quand on roule, on rencontre la police, c'est une fierté. On se dit, on est en sécurité. On roule, on est content que la police soit devant vous ou bien derrière vous. Aujourd'hui, quand on rencontre la police, on a peur. On a peur. On a peur. Parce qu'apparemment, les policiers deviennent vraiment des terroristes. C'est même mieux que les terroristes. C'est quoi ça, cette politique? C'est une bonne sortie. C'est bien de dénoncer. C'est bien de faire des propositions. Mais quels sont les résultats que ces propositions vont donner? Quels sont les résultats que ces propositions vont donner? Bientôt, nous allons entendre du silence total. C'est fini. Bientôt, il n'y aura plus rien. Plus d'aucune suite. Et les paysans subissent. On subit. Voilà le Bénin développé, le Bénin révélé. Nous sommes en train de voir comment vous nous avez révélé le Bénin. Et reculer pour venir nous voir. Et il faut des populations naïves pour pouvoir vraiment aller mettre quelque chose dans les urnes pour dire élection présidentielle ou bien élection groupée, n'importe quoi groupée. Vous tuez avec la main gauche et vous venez demander nos voix avec la main droite. Et d'autres font même des réunions groupusculées pour distribuer de faux cadeaux, de petites salles, de riz de gauche à droite, de semblants de soutien. Et on endort le peuple avec ça. Pendant ce temps, le paysan souffre, l'apprenant souffre, les parents souffrent, le chômage est à son haut niveau. Les apprenants sont perdus, les enseignants sont perdus, les staffs, les organisations pratiquement de la société dans leur entièreté sont totalement perdus. Tout le monde crie aux abois. Le peuple se divise de plus en plus. J'ai entendu quelqu'un demander ici d'augmenter les loyers pour les policiers. Regardez là où nous sommes en train d'aller. Où le peuple dit augmenter les loyers pour les policiers. S'ils ne peuvent pas payer, sortez-les. Parce qu'ils n'ont pas pitié des gens. Regardez ce que vous êtes en train de faire. Les policiers sont nos frères, comme l'a dit la vidéo. Les policiers sont les frères. Et nous sommes ensemble. Où allons-nous avec cela? Quel pays sommes-nous en train de construire? En tout cas, que les gens sachent que le plus fort n'est jamais assez fort. Oui, le plus fort n'est jamais assez fort. La force finit un jour. Le seul plus fort, c'est le temps et Dieu. Le plus fort n'est jamais assez fort. Tout finit un jour. Ok. Donc voilà un peu, on a fait le tour. On a eu quelques amis qui sont passés en temps, donner leur point de vue. Donc j'ai voulu faire écouter quelques réactions avant de fermer ce live. Donc je remercie tous ceux qui sont restés avec nous, ceux qui ont donné leur point de vue aussi, ceux qui étaient sur le panel en temps. Donc on va continuer à suivre ça, cette affaire, voir quelles sont les mesures qui seront prises dans les prochains jours par rapport à ce drame. Donc, merci beaucoup et très bonne nuit à tous.